Cher auditeur du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo est disponible via le lien qui se trouve ci-dessous dans la description de cet épisode. Si jamais tu écoutes la version vidéo présentement et que tu me vois, sache que la version audio est disponible sur toutes les grandes plateformes de streaming telles Spotify, Apple Music, Google Play Music, hein, peu importe. On est là. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions sur ce qu'on a déjà fait, sur les épisodes qu'on va faire dans un futur rapproché, si vous pouvez nous en faire part, ça va nous permettre d'être de plus en plus pertinent et de vous livrer un produit de qualité. Fait que discussion avec Gabriel Cousineau, le corps arrière des Molosses d'Asnières-sur-Seine et ancien entraîneur avec les Carabins de l'Université de Montréal. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de son parcours comme carabin. On a parlé aussi de son parcours quand il a gagné la Coupe Vanier. On a parlé de son parcours aussi quand il a passé au Collège Laval comme directeur de programme. Bien entendu, on a parlé de lui comme entraîneur des receveurs, coordinateur offensif. On a aussi parlé de sa dernière saison. Pour ceux qui ont suivi le football du RSQ la dernière saison, c'était pas clair la situation du coordinateur offensif au Carabin, mais Cousineau, Gabriel, Gab, comme il veut qu'on l'appelle, euh, nous a clarifié tout ça dans cet épisode. On a parlé de son passage écourté en France en raison de la pandémie. Gabriel avait commencé la saison durant l'hiver au poste de carrière avec les Molosses. A dû revenir plus tôt que prévu, mais il a quand même eu la chance de jouer 3 parties avant que tout ça se produise. Donc, c'est ça. Une alternance joueur-entraîneur dans les dernières années pour Gab. Je pense que ça fait le tour. On va commencer l'épisode comme ça. Yes. Bon podcast, tout le monde. Bon podcast. En ce moment, le confinement est pas mal fini. On voulait savoir, toi, Gabriel, comment ça s'est passé de ton côté quand toute la crise a éclaté. Tu étais en Europe, tu t'apprêtais à jouer tes premières expériences en Europe, mais comment toi, ça t'a affecté toute la crise? Oui, bien, ça fut difficile, tu sais, c'est sûr que comme tout le monde, là, ça a été un énorme changement qui est venu chambouler un petit peu le off-season pour certains ou la saison en Europe. On s'apprêtait à jouer un match, puis la veille du match, ça a été annulé après l'annonce des gouvernements d'arrêter tous les sports, les restaurants, tout ça. Fait que j'ai dû revenir au Québec. Là, j'essaie de garder la forme au cas où l'année prochaine, j'ai le goût de retourner jouer en Europe. J'ai réussi à jouer 3 matchs au moins. Okay. Puis tranquillement, je reprenais mon rythme. Mais c'est sûr que j'aimerais ça continuer à jouer. L'équipe en Europe où tu jouais, c'est les Molosses d'Asnières-sur-Seine. C'est dans le 9-3 de Paris, en banlieue. Puis c'était vraiment cool. Ça me sortait de ma zone de confort. Puis juste d'aller voir du foot américain, parce que j'ai vraiment grandi dans du foot canadien toute ma vie, ça a vraiment fait du bien de vraiment réapprendre du foot. Là. Okay. Si tu veux, on va faire ton parcours un peu comme coach. On n'a pas le choix aussi de parler de ta fin de carrière de joueur parce que ta fin de carrière de joueur a comme coïncidé avec tes débuts comme coach à l'Université de Montréal. Puis moi, je suis curieux de voir, c'est ça, où que tout ça, ça t'a amené pour te rendre en Europe. Là. Oui. Tu as fini de jouer en 2015 à l'Université de Montréal? Exact. Perdu la Coupe Vanier comme dernier match. Perdu la Coupe Vanier. Deux dernières années assez folles en tant que carrière au Carabin. Qu'est-ce que, tu sais, comment quand tu as fini de jouer à l'université, tu t'es tout de suite mis dans le coaching? Comment tu as vécu une aussi belle fin de carrière de joueur pour commencer dans le coaching? J'ai été vraiment chanceux, honnêtement. J'ai été entouré par des bonnes personnes, avec Danny Machocha puis Marco Iadeluca. Passer 5 ans à l'Université de Montréal avec des coachs aussi compétents que eux, c'est sûr que pour mon développement en tant que joueur,
et en tant que futur coach, ben, c'était excellent, tu sais, pour mes connaissances générales. Puis, durant que j'étais ma carrière de joueur à l'Université de Montréal, j'étais tout le temps en train de dire à Danny en joke, je vais prendre ta job plus tard dans une couple d'années, je vais prendre ta job. Tu sais, je voulais vraiment coacher puis apprendre. Puis je pense qu'il a vraiment senti ça de moi. Puis à ma 5e saison, en terminant mon bac, je travaillais aussi comme responsable du programme de foot au Collège Laval. Mhm. Fait que quand ma carrière terminée en 2015, ben, j'avais déjà ma job où je m'en allais. Puis finalement, ça coïncidait avec le départ de Danny Desrivaux, qui était l'entraîneur des receveurs au Carabin. Puis Danny Machucci a décidé de m'offrir la job. Puis dans la position j'étais, j'avais pas le choix d'accepter. Là, je veux dire, c'était un rêve pour moi de continuer au Carabin, surtout que je ne manquais pas une seule saison. Donc, j'ai vraiment été chanceux avec ça. Marco et Danny m'ont entouré à mes premières années comme coach. Puis je suis content maintenant de qui je suis devenu et où je m'en vais. Tu as jumelé, juste pour être sûr de comprendre, tu as jumelé les deux, c'est-à-dire Collège Laval et. Ça veut dire que pendant une saison, tu t'occupais du programme de foot au Collège Laval puis tu coachais au Carabin? En fait, je jouais au Carabin en OK, c'est ça, 2015. c'est Fait ça. que je jouais au Carabin, je terminais mon bac au HEC en administration, puis je faisais responsable du programme au Collège Laval, mais eux, ils ouvraient le poste. Fait que c'était vraiment en transition. Je faisais OK. juste quelques heures par semaine pour qu'éventuellement, dès que la saison finisse, je rentre à temps plein. OK. Finalement, ça a juste duré 9 mois, étant donné la job que j'ai eu au Carabin. OK. Ouais. Puis, encore là, juste pour être sûr, directeur de programme au Collège Laval, ça veut dire que tu participais pas. Est-ce que tu les aidais à des pratiques déjà à ce moment-là? Ou? Oui, tu sais, j'ai tout le temps été vraiment proche de mes alma mater, de Montmorency, Collège Laval. Fait que quand je jouais au Carabin, souvent les étés ou les hivers, j'allais beaucoup faire des entraînements au cégep, au secondaire. Fait que j'étais très proche des programmes. Puis c'est pour ça un petit peu que je suis devenu un coach parce qu'ils voyaient que je mettais beaucoup d'efforts quand je jouais à aider les plus jeunes. Puis c'est pour ça que le Collège Laval, finalement, ils ont ouvert le poste pour moi. Puis on a gagné le championnat avec Joe Sénécal comme QB avec lui Ça. en secondaire 5. Fait que ça a bien été, mettons, l'année que j'étais là. OK. Fait que tu as eu j'allais dire la chance, là, ou lui a eu la chance de t'avoir, là. Un peu Oui, les c'est deux. ça, un petit peu des deux, là, vraiment. Mais oui, je l'ai coaché quelques années au secondaire au Collège Laval. Puis, tu sais, c'était un athlète hors du commun. Puis, peu importe le jeu qu'on pouvait rentrer, il pouvait avoir aucun sens, mais Joe allait réussir à faire quelque chose du jeu, là. OK. Fait que là, ça, c'est comme tu sais, mettons, tes débuts au Collège Laval, plus concrètement au niveau du coaching, mais après ça, tu commences mettons, à temps plein, là, pas nécessairement avec le poste, mais comme tu n'es plus joueur, ta première saison de Ouais, full coaching, c'est au Carabin. exact. Comment c'est de coacher des gars avec qui tu as joué? Ouais, j'étais sûr que la question allait venir. C'est tout le Ouais. temps ça. Puis, tu sais, c'est difficile à expliquer parce que, tu sais, j'avais déjà une relation un petit peu comme leader avec les joueurs parce que, Ouais. veux pas, être encore arrière, c'est un petit peu toi le coach sur le terrain. Rendu à ma 5e saison, ben, tu sais, j'étais à l'aise avec le système offensif, je connaissais la ligue. Fait que je donnais beaucoup de conseils aux plus jeunes. Fait que la transition s'est faite assez facilement. C'est sûr que quelques joueurs de 4e, 5e année que ça a été un petit peu plus difficile parce que j'ai grandi et j'ai joué avec eux. Mais sinon, je pense que les joueurs rendus universitaires, les bons joueurs, c'est pas trop grave exactement c'est qui leur coach parce que quand tu leur donnes des ateliers ou des correctifs, ben, les bons joueurs, ils savent déjà. Fait que, ça a été facile dans le sens que ceux qui étaient là, ben, ils ont vraiment embrace le fait que je rentrais comme coach des receveurs, j'allais amener une vision un petit peu différente, ayant joué corps arrière. Puis je pense que voyant une autre direction dans laquelle je voulais aller avec le coaching, ben, ils ont vraiment aimé ça et ils ont embarqué. Hmm. Est-ce que tu étais capable à ce moment-là de. J'allais dire, est-ce que tu avais déjà une philosophie de coach? Est-ce que tu y avais déjà pensé ou tu étais le gars, peut-être naturellement ou instinctivement, qui était encore un peu joueur, qui était plus proche des joueurs, qui était comme peut-être un grand frère pour les gars avec qui tu avais joué? Là?
Oui, définitivement. Puis je me considère encore un petit peu comme un grand frère. Là, tu sais, j'ai même pas 30 ans encore. Puis, tu sais, étant vraiment proche des joueurs, ben, tu sais, ils peuvent avoir des conversations un petit peu différentes qu'ils vont avoir avec les coachs un petit peu plus vieux. Fait que je trouve que c'est super bon pour un coaching staff d'avoir du monde d'un petit peu tous les âges qui vont pouvoir répondre aux différentes questions des jeunes dans leur cheminement. Puis, tu sais, moi, beaucoup de jeunes du HEC où je suis gradué, il y avait beaucoup de questions sur les cours, Mm. sur comment j'ai géré l'école avec le foot, avec le travail à ma 5e saison. Fait que c'est toutes les petites choses que sur le terrain de foot, ça paraît pas. Mais nous, en tant que coach, c'est vraiment ça notre job à l'extérieur du terrain, c'est d'aider les jeunes dans leur cheminement sportif et académique. Tu sais. Mm. Euh, Est-ce que, aussi par rapport à ça, là, est-ce que ça se peut que tu as eu la discussion avant tu sais, quand tu t'es fait offrir le poste par Danny, que c'est peut-être ça aussi que Danny recherchait, tu sais, dans le sens d'avoir un gars peut-être plus proche des joueurs dans le coaching staff qui connaît cette réalité-là. Là. Oui, définitivement. Puis, tu sais, quand il m'a engagé, il m'a dit aussi, tu sais, t'es jeune, tu connais Mm. pas vraiment le monde du coaching. Fait que, tu sais, c'est une opportunité pour toi d'apprendre énormément de nous, là, Danny, Marco, tout ça. Puis, c'est comme tu dis, avoir un coach plus jeune, que ça faisait 5 ans qu'il était avec Danny déjà dans son Mm. programme, connaît sa vision, mais naturellement, c'était facile pour lui de m'engager parce que tu sais, je connaissais déjà tout ce qu'il voulait faire avec son programme, dans quelle direction il voulait aller. Fait que ça a Mm. super bien été, puis euh, tu sais, je pense que ça a vraiment bien été. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller chercher une autre Coupe Vanier, mais je pense que l'Université de Montréal, là, avec Marco, maintenant, sont en bonne position. Mm. Qu'est-ce que tu Comment, penses qu'est-ce que tu penses qui est spécial? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a une valeur ajoutée de Marco? Ben Marco, il est très, très proche de ses joueurs. Tu sais, c'est un coach, un player's coach là, qu'on appelle. Tu sais, il y a des joueurs qu'il a coachés il y a 10 ans qui l'appellent encore. Tu sais, il y a juste une approche, un apprentissage, une pédagogie avec les jeunes qui est vraiment spéciale. Puis il, il est vraiment capable d'aller les accrocher puis de les garder à l'école, intéressés au foot, puis vraiment motivés. mm. comment, comment tu évalues, mettons, ta première saison en tant que coach universitaire? Comment ça s'est passé ta première saison? Qu'est-ce que tu as appris le plus? Mais tu sais, coach, tu apprends beaucoup sur le tas, hein, tu sais, je veux dire, tout comment les pratiques se passent, les matchs. Tu sais, moi, dès le premier match, je suis dans le boot en haut, tu sais, il Mm. faut que je relaye l'information. Tu sais, moi, c'est la première fois que je fais ça, c'est universitaire. Fait que il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre vraiment, vraiment vite. Mais Marco a tellement été un bon mentor pour moi que des fois, il dit, regarde, viens t'asseoir, prends 2 minutes, calme-toi, voici comment on fait les choses. Fait que, tu sais, il n'y a rien de vraiment spécifique que je peux dire comme là, c'est cette année-là, c'est ça que j'ai tout appris. Mais tu sais, vu que c'était ma première année, que c'était du coaching à temps Mm. plein, j'ai vraiment tu sais, appris tous les rouages de l'industrie, si on veut, comment la ligue elle se passe à l'intérieur, dans les bureaux. Tu sais, juste des choses que, en tant que joueur, tu te présentes après l'école, le game plan y est fait, tu fais ta pratique, tu t'en vas chez vous, tu fais ton Mhm. tape. Tu sais, comparé à coach, tu arrives tôt le matin, tu as toute l'étude de l'adversaire toute la journée, préparation des playbooks. Fait que, tu sais, il y a de la job, mais c'est le fun parce que c'est du foot. Ça. Quoi, à quoi tu t'attendais pas de la job de coaching? Euh, à quel point on est immature à l'université. Je le réalise, tu sais, j'avais 26 ans, je pense, à ma première année de coach, puis j'appelais les gars, tu sais, mes kids, ouais, aujourd'hui, ça a été différent, mais j'avais 2 ans de plus vieux qu'eux, tu sais, fait que, tu sais, tu réalises à quel point qu'à l'université, souvent, tu penses que tu es rendu, tu sais, es un adulte, tu es responsable par toi-même, mais tu réalises pas à quel point tu as besoin d'aide dans tes cours, dans tes trainings, ton alimentation. Puis des fois, tu veux juste te fermer les yeux, aller faire le party, profiter de la vie, mais si tu veux vraiment être un athlète hors pair, ben, il y a des sacrifices à faire. Puis c'est juste aider les joueurs à faire des sacrifices que je ne m'attendais pas à en faire certains. Là. Mm. Est-ce que tu as eu une préparation peut-être plus spéciale pour ta première année, dans le sens que
tu coachais les receveurs. Est-ce que tu avais déjà joué là? Tu sais, je sais que tu jouais carrière, là, mais ça se rapproche. Là, mais tu sais, Ouais, quand même. coacher des receveurs, est-ce que c'était quelque chose avec laquelle tu peux dire au début, tu étais à l'aise? Ouais, j'étais vraiment à l'aise pour vrai. Moi, j'avais joué receveur 2 ans au secondaire. J'ai fait mes 2 années à Team Québec en tant que receveur aussi. OK. Fait que, tu sais, j'avais quand même un petit 2 ans, 3 saisons dans le corps. Fait que, tu sais, je veux dire, de toute façon, c'était au secondaire, mais tu sais, t'as pas besoin nécessairement d'avoir joué la position au plus haut niveau pour être un bon enseignant, tu sais. Fait que, tu sais, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé chercher de l'information un petit peu partout. Tu sais, des cliniques, en faisant du tape. Puis, tu sais, tu fais un petit peu ton idée aussi, tu sais, étant donné le système des Carabins, Danny Desrivaux, c'était lui qui coachait les receveurs, bien évidemment, tout ce que je faisais était un petit peu une continuation du projet que lui était en train de construire. Puis, évidemment, j'ai amené ma couleur, j'ai amené ma méthodologie, mon apprentissage. Puis, tu sais, je pense que les gens y ont embarqué. Puis, comme tu dis, tu sais, c'est sûr que je l'entendais une fois de temps en temps, tu sais, les receveurs qui ils disaient une petite joke, ouais, on le sait bien, t'as pas joué receveur, tout ça. Mais je disais, ouais, mais j'ai joué QB, puis je lançais la balle au receveur. Fait que je sais que t'es supposé être tout, tu sais. Mm. Puis, mettons, là, après ta première année, là, pour finir avec ta première année, là, est-ce qu'il y aurait un truc que tu as appris en coachant que tu t'es dit, j'aurais aimé ça le savoir quand je jouais ça? Tu sais, de voir peut-être un autre aspect que tu aurais aimé, que tu dis ça m'aurait aidé quand je jouais. Je pense tout le travail qu'il y a derrière le game plan. Les joueurs ne savent pas à quel point les coachs travaillent fort pour leur remettre leurs petits 10 pages le soir. Il y a 10 heures et plus de travail derrière chaque page, tu sais. Puis, tu sais, juste de remercier les coachs pour le travail qu'ils ont fait dans la journée. Tu le réalises pas, là, mais les coachs, quand on arrivait aux pratiques à 6h30, sont brûlés parce qu'ils sont debout depuis 4 heures du matin en train de préparer la pratique de 7 heures le soir. Fait que, juste de peut-être juste remercier les coachs, puis quand ils rentrent un bon jeu, de dire comme hey man, good job, là, ça fait du sens. Il y a beaucoup de travail qu'il y a derrière, il y a beaucoup de brainstorm. Fait que c'est juste des petites choses comme ça. Là. Ça, c'est ta première année. Ouais. Et puis, tu sais, je veux dire, la première année, elle est spéciale pour tout le monde. Là, et je suis sûr que t'en retiens plein à faire. Puis là, tu te prépares à ta deuxième année encore comme coach des receveurs. Comment tu abordes ta deuxième année? Est-ce qu'il y a des affaires que tu fais différemment parce que c'est ta deuxième année? Est-ce que tu te sens plus à l'aise? Oui, ben deuxième année, fait que là, tu sais, la chimie est installée avec les autres coachs. On a une bonne saison dans le corps. On n'a pas gagné, mais au moins, on sait sur quoi il faut construire pour la prochaine saison. Puis, tu sais, moi, évidemment, comme la première saison, comme tu dis, ça a été vraiment un apprentissage, tu sais, juste de l'industrie, de comment ça fonctionne. Puis la deuxième année, là, c'est vraiment all go, je sais quoi faire. Tu sais, on se concentre vraiment sur ce qu'on veut apprendre, ce qu'on veut améliorer dans l'off-season. Puis, tu sais, je pense qu'à partir de là, euh, avec les autres coachs et moi-même, tu sais, on avait vraiment un gros off-season de réétudier notre playbook, évaluer. Tu sais, à chaque fois que tu ne gagnes pas, en fait, il faut que tu trouves les raisons pourquoi. Tu sais. Fait que ça a été mon premier vrai off-season en tant que coach, de vraiment faire une étude de ton système, puis de vraiment trouver les pour et les contre de chaque jeu, si on veut. Fait que ça a été vraiment le fun pour justement rentrer dans la deuxième saison en tant que coach des receveurs. Est-ce que, tu sais, cette deuxième saison-là, est-ce que tu t'attendais à. Est-ce que tu sentais que tu allais prendre le poste de coordinateur l'année d'après? Est-ce qu'il y avait déjà peut-être une transition qui se faisait? Tu le sentais peut-être avec Marco? Ou... Honnêtement, zéro. Tu sais, c'est sûr qu'on entendait un petit peu toujours parler de Danny aux Alouettes. Tu sais, dans l'off-season, on ne va pas se le cacher, on n'était jamais sûr s'il allait partir ou s'il allait rester. Fait que, tu sais, on était toujours prêts. Tu sais, si jamais il y a de quoi qui se passait, ben, tu sais, on savait qu'il allait y avoir une réorganisation hiérarchique. Fait que, tu sais, honnêtement, à l'âge que j'avais, à 26-27, je ne m'attendais jamais à prendre le poste de coordonnateur.
Ça a été un heureux hasard, si on veut l'appeler comme ça. Mais je veux dire, oui, c'était un objectif à court, moyen, long terme, disons. Mais souvent, tu te fais avoir par surprise, puis ça a été une belle surprise. Hein. OK, c'est ça. Pendant Tu la saison, mentionnes, c'était pas décidé. Là. Non, zéro. Ça s'est vraiment décidé quasiment un mois avant la saison OK. 2019. Ouais. tu mentionnes Danny Machocha, qui avait des rumeurs comme quoi il allait partir aux Alouettes. Puis, dans les dernières années, avant qu'il finisse par partir aux Alouettes, il y a eu quand même plusieurs années que la rumeur persistait puis revenait à chaque année. Ouais. Vu que tu as été là de l'intérieur en tant que joueur et en tant que coach, comment vous vivez ça de l'intérieur? Oui, ben, c'est sûr que c'est une situation assez particulière. Mais tu te dis à la base que si ton entraîneur-chef est courtisé par l'équipe professionnelle, les Alouettes, ben, c'est parce qu'il doit être compétent. Fait que c'était le fun, mais c'était pas le fun en même temps parce qu'on voulait tous le voir aller aux Alouettes parce que c'était son rêve, puis on voulait qu'il l'aille pour lui. Mais d'un autre côté, on voulait pas perdre tout ce qu'on avait construit dans les dernières années au Carabin. Mais d'un autre côté, maintenant que j'y repense, avec Marco qui était en place, tout ça, même si il était parti plus tôt, mettons, que cette année, mais je pense pas que toute la pyramide aurait tombé parce qu'il avait bien mis des personnes en place qui allaient être capables de prendre la succession si jamais ça se passait. Puis, nous, en tant que joueur, en tant que coach, tu peux juste contrôler ce que tu peux contrôler. Fait, on suivait un petit peu ce qui se passait dans les médias, mais nous, on était vraiment concentrés sur notre off-season. Puis, si ça arrivait, ben ça arrivait, puis on était prêts à la transition. Quand tu finis ta deuxième année, tu l'as dit, là, tu ne sais pas encore que tu vas être nommé commentateur offensif. Du moment que ça se fait, là, en fait, si je ne me trompe pas, c'est Marco qui accepte un poste à Grasset. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, situation, c'est que Marco accepte le poste de directeur des sports à Grasset. Fait que ça, c'est environ. On est à Team Québec quand tout ça se passe là, à Calgary. Fait que lui, il prend le poste à Grasset. Finalement, moi, Danny m'offre le poste de coordinateur offensif. Puis, on a ajouté Jason Hogan, qui était le coordinateur offensif à Sherbrooke. Puis finalement, il a déménagé à Montréal quelques semaines avant la saison pour se joindre à notre groupe. Comment tu te prépares? Comment ça a été quoi ta préparation? Est-ce que Marco aussi, je pense, de par le fait aussi que est-ce que je comprends que tu es assez proche de lui, est-ce qu'il t'a aidé aussi dans la transition? Vraiment, Marco, c'est mon mentor, pas juste de foot, mais de vie aussi. Puis, le fait qu'il partait, ben, c'était une super bonne opportunité pour moi. Puis Marco, il pensait à lui un petit peu dans son move parce qu'il en avait besoin où il était rendu dans sa vie, mais il voulait vraiment pas le faire en négligeant les coachs et les joueurs qui étaient là. Fait il a vraiment bien géré sa transition pour justement pas tout chambouler, surtout que c'était quand même assez proche de la saison. Fait lui, il a vraiment été un bon mentor pour m'aider justement dans la transition, tout ça. Puis de toute façon, toute l'off-season, on l'avait fait ensemble. Fait que notre plan pour la prochaine saison était fait. Donc moi, tout ce que j'avais quand même besoin à faire, c'était vraiment d'exécuter le genre de gros plan de match, le gros playbook qu'on avait construit dans l'off-season. Puis je pense que ça a quand même bien été comme première saison. C'est sûr que j'ai été un peu pitché dans la gueule du loup, là, si on veut, un mois avant la saison, mais je pense qu'on s'en est bien sorti. Un peu comme quand tu es devenu entraîneur juste de receveur. À quoi tu t'attendais pas d'être coordinateur offensif? 20 secondes, c'est tellement vite. Ça n'a pas de sens. Il faut tellement que tu réfléchisses vite. Tu ne réalises pas, là, mais dans un jeu offensif, là, il y a tellement de petits détails, de petites balles courbes que tu veux donner à la défensive que quand je préparais mon call sheet pour la game, puis que j'ai réalisé que ma feuille était énorme, j'étais comme, OK, ouais, non, ça fait pas de sens. Je veux dire, juste d'arriver dans un match avec un esprit concis, savoir ce que tu veux faire, être vraiment précis dans ta progression des play calls au cours de la game. Ça m'a pris
quelques matchs à vraiment embarquer dans le rythme. Puis je pense que de toute façon, tu t'es jamais rendu là, en tant que coordonnateur. Puis ça a vraiment bien été. De match en match, on voyait vraiment une amélioration. Fait que tu n'arrivais pas là dans le but de... Tu sais, quand tu as été nommé, tu prenais le plan sur lequel tu avais travaillé avec Marco durant l'hiver. Tu n'arrivais pas là dans le but de dire « Hey, j'en ai profité parce que moi, ça, j'aimerais ça l'essayer ou ça, j'y crois. » Puis tu n'arrivais pas là avec ton plan à toi, oui, tes idées, mais tu n'as pas tout changé la structure et le plan de Non, puis match. tu sais, c'était tellement proche de la Ouais. saison que tu sais, il était trop tard, si on veut, pour changer ce qu'on avait fait. Mais de toute façon, avec Marco, je pense que c'est là qu'on va chercher une si bonne chimie. C'est qu'on a vraiment la même vision offensive d'une attaque. Tu sais, nos idées se ressemblent beaucoup, puis tu sais, on avait juste un- un bon fil conducteur pour la saison dans notre livre de jeu que moi, je devais continuer sur ça. Puis mon livre de jeu aujourd'hui, là, 3 ans plus tard, ben, est influencé grandement par les variétés que Marco y a apportées. Fait que non, je n'ai pas tout changé. Puis c'est sûr qu'au cours de la saison, tu as juste game plan. Puis là, il n'était pas là. Fait que là, cette fois-ci, ça a été vraiment moi puis la gang de coach offensifs qui ont vraiment, si on veut, sorti les créativités offensives. On fait, on fait un petit saut dans le temps, là, mais de ce moment-là à aujourd'hui, comment tu décrirais ton style d'attaque? Euh, Assez particulière, pour être honnête. J'aime ça être un petit peu funky, mais j'aime surtout que les joueurs aient du fun dans l'attaque. Dans le sens que quand je rentre un jeu offensif, un nouveau jeu, mais je veux que les joueurs ils fassent comme OK, ça va être big. Fait que je suis vraiment, je regarde vraiment la réaction des joueurs quand on rentre un nouveau jeu. Fait que, ta question, c'est plus, c'est quoi ton style d'attaque? Air raid, pass style offense, il y en a à l'infini des mots, là, fait que c'est difficile à trouver vraiment un terme exact. Mais j'essaie de vraiment juste être funky puis de lancer des choses que la defense, ben, ils vont être obligés de s'ajuster en game. C'est des choses qu'ils n'ont jamais vues. Fait que je pense que c'est un petit peu ça le futur du foot, là, de vraiment essayer de surprendre du monde. Puis on l'a vu au National Championship, il y a eu des trick plays, tout ça. Des choses comme ça garde la défensive en edge tout le temps. Puis je pense que tout le temps en avoir quelques-uns dans une game, c'est bon. Mm-hmm. J'aime ça de demander ça aux entraîneurs, surtout quand ils sont dans ta situation, c'est-à-dire que tu étais quand même encore jeune, puis tu as été nommé pas longtemps avant la saison, là, mais comment les joueurs ils ont réagi à ta nomination comme commentateur? Je pense que les joueurs étaient très contents, pour être honnête. C'est sûr qu'il y a des questionnements sur la compétence, l'âge, évidemment, étant jeune. Mais je pense que les joueurs, ils savaient un petit peu que j'allais continuer le fil conducteur à Marco dans le livre offensif. Fait que je pense que les joueurs l'ont vraiment bien accueilli. Moi, j'étais très proche des joueurs, comme tu disais tantôt, un peu comme un grand frère. Fait que ça a été bien accueilli. Puis, en tout cas, ils me l'ont pas dit s'ils n'ont pas mis ça. Puis, c'était quoi le bilan que tu as fait? Tu en as parlé après ta première saison, là, tu fais un bilan dans ton off-season. Ça a été quoi le bilan que tu as fait de ta première saison comme coordonnateur? Juste être un petit peu mieux préparé au match pour certaines situations. Disons qu'il y a certaines situations qui n'arrivent pas souvent, pas que j'étais pas préparé, mais qu'il y aurait pu avoir un petit peu plus de préparation. Par exemple, des short yardage plays, où le QB sneak à un moment donné, ben, tu peux varier de la façon que tu le fais. Des situations de fin, de demi, par exemple, des 2-minute drills. Fait que juste des petites affaires sur comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce que je vais chercher les jeux sur mon play call. Juste être efficient avec tes yeux. Comme je disais, 20 secondes, c'est tellement rapide.
que le coordinateur offensif, il faut que tu sois prêt à vraiment caler les jeux vite. Puis tu peux pas prendre le temps de chercher sur ta feuille. Tu sais, il est où ce jeu-là, il est où ce jeu-là. Fait que juste de bien structurer tes affaires en tant que coach pour que rendu game day, peu importe la situation, ben, tu peux répondre en dans 10 secondes rapidement puis avoir une réponse pour tes joueurs. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire ça? Ben, moi, j'ai l'impression que ce que tu me dis là, c'est de l'expérience, tu sais. Est-ce que, tu sais, mettons, je me mets dans la tête d'un coach qui essaie de se préparer, là, puis là, il t'entend, puis il dit « Hey, OK, moi, c'est ma première saison comme coordinateur, mais est-ce que vraiment tu sentais que ça, tu aurais pu préparer ou c'est vraiment, tu sais, c'est de l'expérience que tu acquiers au fil du temps, puis que tu t'en rends compte après, tu sais? » Ben, je pense que c'est de la préparation quand même aussi parce que c'est quand même des situations assez précises dans des matchs où tu es capable d'aller chercher du film de l'adversaire là-dessus. S'il y a des situations qui n'arrivent pas souvent, ben, j'aime ça aller voir les saisons antérieures de ce coach-là. C'est pas nécessairement de cette équipe-là parce que c'est le système du coach. Fait que, juste d'aller voir ce qu'il a fait dans le passé dans certaines situations, ben, souvent, ben, tu vas avoir tendance à t'inspirer de ce que tu as déjà fait. Il y a beaucoup de choses que, oui, ça vient par expérience, mais il y a beaucoup de situations football, des down and distance ou des yard line plays, zone plays que j'aurais pu vraiment mieux préparer pour avoir une meilleure réponse. Ça, c'était ta première année. Puis comment tu as vécu ta dernière année en tant que coach au Carabin, là, qui était la saison dernière? Exact. Puis, Ouais, je vais pas le cacher, saison difficile pour être honnête. J'étais coordinateur offensif jusqu'au début de saison. Puis finalement, en début de saison, on a fait un switch, moi et Calvillo, de poste. Fait que dans le fond, lui était coach des carrières et coordinateur offensif. Puis moi, je revenais à coach des receveurs. J'avais fait tout le off-season de janvier jusqu'à août en tant que coordinateur offensif. Puis finalement, ben, je pense que c'était mieux pour toute l'équipe d'avoir Calvillo comme coordinateur. En même temps, moi, je n'étais pas dans une situation très confortable. Calvillo, c'était mon idole quand j'étais jeune. Puis là, j'étais rendu que je devais lui donner des ordres. C'est juste que j'étais pas tout à fait à l'aise dans la situation où j'étais. Puis, Calvillo, il connaît son foot. Il l'avait fait avec les Alouettes. C'est sûr qu'il devait avoir une transition parce que c'est des étudiants athlètes à l'université. Ils n'ont pas la même réalité. Ils n'ont pas le même temps de meeting. Fait qu'il faut que tu sois plus concis. Tes playbooks sont plus petits. Faut que tu te concentres sur leurs études aussi. Fait que, il y a eu beaucoup d'apprentissage que lui a dû avoir avec ça, que moi, j'ai pu lui apporter. Puis moi, j'apprenais beaucoup du côté football, de sa préparation, sa méthodologie. Fait que ça a été quand même un bon move pour moi personnellement parce que ça allait être une saison difficile si j'allais rester comme coordonnateur. Puis finalement, la fin de saison est arrivée comme elle est arrivée. On a perdu en finale. Puis moi, j'ai pris la décision de quitter cette année parce qu'il était temps pour moi d'aller à quelque chose d'autre. J'avais tout le temps eu le goût de recommencer à jouer. Je me tenais vraiment en shape. En tant que coach des receveurs, je lançais 200 ballons par pratique quand même. Là, fait que je mettais de la glace le soir, pareil. Puis l'épaule est vieille, mais correct, elle survit. Là. Fait que, non, ça a été une année assez difficile, mais j'ai quand même eu beaucoup de fun. Puis le groupe de jeunes avec qui on a eu cette année était exceptionnel, puis nous ont amenés jusqu'à la Coupe Vanier. Fait que je suis vraiment content de comment ça s'est déroulé finalement. Commencer de coacher avec Anthony Calvillo, dans le sens que tu l'as dit, là, c'est ton idole de jeunesse, puis je suis sûr que tu as appris plein d'affaires de la réalité de coacher universitaire des années que tu as coaché, mais qu'est-ce que tu as réussi à retirer de ce gars-là au foot, relationnel? Oui. Mais Calvillo me fait penser un petit peu à un ingénieur football. Sa méthodologie est extraordinaire, dans le sens que il est tellement précis à 7 à 8, il est au gym. À 8h05, il a son café, il est installé devant son tape. Il est vraiment, vraiment précis dans tout ce qu'il fait. Il veut que tout soit parfait. C'est un perfectionniste un petit peu
ses livres de jeu, dans sa préparation de situations de match. Fait que c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail. C'était très, très difficile, mais ça a été une courbe d'apprentissage vraiment extraordinaire pour moi cette année. Euh, je ne pense pas que j'aurais fait 2 saisons, honnêtement, à ce rythme-là. Mais pour une saison, pour elle, c'était vraiment cool. Ça devait être, tu sais, j'essaie de me mettre à ta place, là. Ouais. Ça devait être assez spécial. Puis, Ouais. tu sais, c'est ça. Moi, on le connaît un peu, moi, puis Olivier, là, pour l'avoir déjà vu en conférence. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on avait retenu de ce gars-là, c'est que, tu sais, oui, il est bon, là, c'est sûr qu'il est bon, mais pour avoir fait, mais il avait l'air tellement sharp. Tu te dis, OK, ouais, c'est pour ça qu'il a connu du succès. Puis là, Ouais. là, tu le dis, là, tu le confirmes. Là. Ça fait peur à quel point, Ah, genre, il est tellement précis dans ses heures ouais. de meeting, tout ça. Puis, tu sais, c'est excellent, là, je veux dire, tu sais, pour des joueurs, des jeunes étudiants athlètes, d'avoir vraiment quelqu'un qui vient les encadrer de façon extrêmement précise. C'est super bon pour eux. Puis, ça changeait vraiment complètement de où moi j'étais, euh, tu sais, en tant que coach. Pas dans le sens que j'étais en retard, là, mais dans le sens que moi, j'étais vraiment plus un player's coach. Je voulais avoir des bonnes relations avec les joueurs. J'allais vraiment ressentir leurs émotions face à certaines situations. Puis lui, c'était vraiment football, X's and O's. On fait ça, on fait ça. Fait que je pense que mélanger un petit peu ça ensemble avec aussi l'aide de Jason Hogan puis Matt Pronovo, ben, c'est pour ça qu'on a eu le succès qu'on a eu, si on veut, cette année, malgré que l'attaque n'a pas nécessairement avancé de la façon qu'on aurait voulu. On s'est quand même rendu en finale. Fait qu'à la fin de la journée, on a fait plus de points que l'adversaire. Ouais, c'est sûr. Ouais. Comment t'as annoncé ton départ au Carabin, puis est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà, tu avais déjà ton plan, là, tu t'as dit que tu voulais passer à d'autres choses, mais est-ce que tu avais déjà ton plan de, oui, retourner jouer, mais retourner jouer en Europe, retourner jouer en France? Oui, moi, j'ai un passeport italien. Fait que OK. depuis ma fin de carrière, je recevais des messages à chaque année de clubs en Europe qui voulaient que je vienne jouer et ou coacher. Puis j'ai toujours été intéressé par ça. Je voulais vraiment le faire. Puis quand j'ai eu ma job de directeur du programme du Collège Laval, ben, j'étais comme, bon, ben, ma vie d'adulte est déjà setée, ma carrière de joueur prend fin. Puis finalement, ben, cette année, je reçois un message, puis là, ben, ça avance tranquillement. Fait que je l'ai annoncé au Carabin mi-décembre, pas mal juste avant Noël. Je le savais environ un mois avant ça que j'allais partir finalement au Carabin à Paris. Mais je n'étais pas en situation de le dire. Là, il nous restait encore la Coupe Vanier à jouer. Je ne voulais pas chambouler non plus la fin de session des joueurs, qui est super importante. Surtout quand tu te vas à la Coupe Vanier, ça ne paraît pas, mais tu joues un mois de plus que les autres, que certaines autres universités, mais ça te donne beaucoup de retard dans tes cours. Fait je ne voulais pas nécessairement chambouler ça non plus pour les gars. Fait je l'ai annoncé à l'équipe, ils comprenaient, je veux dire, je pense que tout le monde comprenait. Moi, mon idée était vraiment claire, j'avais mes arguments de pourquoi je voulais partir, puis Danny comprenait, puis il m'a laissé aller. Qu'est-ce que... On a commencé avec ça, puis on est rendu là. Qu'est-ce que tu retiens de ta courte expérience, mais de ton expérience écourtée, en fait, en France, à cause de tout le contexte actuel, là. Mais qu'est-ce que tu as appris là-bas? Que j'adore voyager. Non, mais ben, tu sais, là-bas, comme je disais, c'est du foot américain. Fait que c'était vraiment la première fois que j'avais la chance de faire du foot à 11 sur un mini-terrain. Fait que, tu sais, pour moi, là-bas, je suis devenu un petit peu coordinateur offensif aussi. Fait que c'était spécial d'être un player's coach, de faire les game plans, puis de l'exécuter moi-même. Puis des fois, je faisais des jeux, puis j'étais comme, ah, je me crierais tellement après si j'étais un coach en ce moment, mais c'est bizarre parce que j'ai eu une grosse quelques années de coaching, puis là, je recommence à jouer. Fait que j'étais conscient de toutes les erreurs que je faisais en tout temps. Puis j'étais comme, je disais aux autres QB dans l'équipe, je suis comme, fais juste écouter ce que je dis, regarde jamais ce que je fais, regarde jamais ce que je fais. Fait que c'était quand même drôle, puis on a eu bien du fun. Là. Est-ce que c'est... on le sait parce qu'on le connaît, là, mais est-ce que c'était important ou est-ce que c'était dans les plans de partir aussi avec, j'allais dire, ta garde rapprochée, c'est-à-dire
un gars pour te protéger qui était Gustave Sylvestre, avec qui tu as joué à l'Université de Montréal? Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, quand j'ai eu l'opportunité de partir, l'équipe me demande si je connais un joueur de ligne. Puis là, je suis comme, ben, j'en connais plein des joueurs de ligne. Puis, tu sais, moi, je veux dire, en tant que QB, je tiens à ma vie. Fait que c'était tout à mon avantage d'amener un left tackle avec moi en Europe. Puis ça a tellement bien tombé que après le premier match là-bas, au début, on ne pensait pas que mon passeport italien allait être accepté par la Fédération française. Puis après le premier match, ils ont accepté ma citoyenneté italienne. Donc, on avait un spot de plus pour un import qu'on a fait venir Raphaël Dagenet, qui était receveur au Carabin l'an passé, justement. Okay. Fait que, il est venu faire une coupe de games. Puis, on a eu du gros fun parce qu'on était 3 Québécois à Paris. Puis, le foot là-bas, il est bon, mais il n'est pas ce qui est ici. Fait que, on se sentait, on se sentait cool parce qu'on était bon là-bas, puis on connaissait notre foot, puis les jeunes, ils étaient prêts à apprendre. Fait que, c'était vraiment le fun comme opportunité, là. Fait que t'es parti avec un gars pour te protéger puis un gars pour attraper les ballons. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est dommage que tout a fini. Ça, je dis, on prenait notre rythme, là. On était 2 victoires, 1 défaite. La défaite, c'est parce qu'on était mal préparé. C'était juste une erreur, mais on allait les reprendre en fin de saison. Qu'est-ce qui t'a surpris un peu de jouer justement du football américain? Le terrain est tellement petit, ça n'a pas de sens. Genre, les premières balles que je lançais, des fades, là, le go route, je la mettais, je pense, 15 verges out of bounds à l'extérieur. Les fenêtres sont tellement petites. Même les coverages défensifs, c'est vraiment différent. À chaque fois, je suis comme, mais ça, il manque quelqu'un dans la boîte. Mais oui, c'est parce qu'il manque un joueur sur le terrain, tu sais. Fait que ça m'a pris une couple de semaines m'habituer au nombre de joueurs, au système défensif. Mais dans la façon que je faisais l'attaque, je me forçais à ne pas faire trop de lecture non plus, trop vite. On avait des bons athlètes à Paris, fait qu'on voulait juste leur donner la balle rapidement dans leurs mains puis les laisser faire leur job là, en breakant des tacos puis aller chercher des verges. Fait que, ça a été une courbe d'apprentissage qui a dû être très, très rapide, mais honnêtement, j'ai vraiment aimé ça, le foot américain à 11. Est-ce que tu as une routine d'avant-match comme coach et comme joueur? Toujours. C'est pas une superstition, c'est une routine. Faut bien préciser. Mais oui, j'ai tout le temps mon même genre de petite routine. En tant que joueur, je vais tout le temps me rouler sur le terrain avec une balle, avec un rouleau, juste avoir un petit feel du field avec du gros J. Cole dans les oreilles, évidemment. Après ça, souvent, juste avant d'embarquer sur le terrain, je vais juste feuilleter les pages de mon game plan, juste pour avoir une dernière photo de tous les jeux, mettons, de la journée. En tant que coach, c'était un petit peu différent. En tant que coach, je me lançais la balle de baseball avec Byron Archambault avant chaque game. Fait que ça, c'était notre routine au Carabin. J'écoutais de la musique, mais en tant que coach, on dirait que c'est un petit peu différent qu'en tant que joueur. Parce qu'en tant que joueur, tu sais que tu vas souffrir. Tu sais que tu vas avoir mal au corps, tu t'en vas à la guerre. Comparé à comme coach, ben, tu sais que tu vas avoir mal à la tête à la fin de la game parce que tu as tellement réfléchi. Fait que c'est vraiment un autre genre de game complètement différent là, comme coach. Ce serait quoi un des joueurs les plus, un ou plusieurs des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé? Underrated. Moi, ça serait Michael Davidson. Honnêtement, il a porté le 88 au Carabin avant Louis-Mathieu Normandin. Il nous a aidé à gagner la Coupe Vanier en 2014. Mick Davidson, du haut de ses 5 pieds 5, je pense, si je n'exagère pas en termes de hauteur, il avait les mains les plus sûres de la terre puis les cotes les plus sharp. Il ne disait rien, mais ses actions, il parlait très, très fort. Puis c'est un gars que Game Day, il disait pas un seul mot. C'est fou, là. Il disait pas un seul mot, mais il sortait des games incroyables. Puis il était tellement rapide, la façon qu'il courait ses routes, il comprenait les défenses. Puis c'est dommage qu'il n'y ait pas eu l'opportunité de venir faire une 5e saison parce qu'il a décidé d'aller aux Alouettes après sa 4e saison qu'on a gagné la Coupe Vanier.
finalement, c'est Louis-Mathieu qui a pris son 88 l'année d'après, puis on a eu une très belle saison. Mais je pense que Davidson, c'est définitivement le joueur le plus underrated avec qui j'ai joué. Si tu pouvais avoir un repas avec 3 personnes, avec qui tu mangerais? J'avais un repas avec 3 personnes. Faut que ça soit foot? Il ne faut pas que ce soit foot, ça peut être mort ou vivante, puis ça peut être des personnages fictifs. OK. Premier, moi, ça serait Neil deGrasse Tyson, juste parce que je suis un fan de physique, d'astrophysique, des étoiles, tout ça. J'ai étudié là-dedans au cégep, fait que moi, ça m'impressionne tellement, là, tout ce qui est univers, tout ça. Puis dans mon playbook, j'ai beaucoup de termes de planètes, d'étoiles, tout ça dans mes fils conducteurs, justement. Fait que c'en est un. Deuxième, je pense que ça serait Sean McVay, qui est le head coach des Rams. Lui, il a quoi? Il a 33, 34, je pense, puis il est head coach d'une équipe NFL. Puis c'est drôle, durant la quarantaine, je regardais les Hard Knocks de la NFL sur DAZN. Puis je me rappelle pas c'est quelle année, mais il était juste un water boy, là. Puis tu vois que même pas 10 années plus tard, il est rendu head coach de la NFL. Fait que tu sais, juste comment son esprit fonctionne. Puis, je veux dire, lui, il a tellement monté les échelons vite. C'est où qu'il va chercher son information, comment il prépare ces choses. Il m'impressionne vraiment beaucoup comme coach. Puis troisième, qui ça serait? C'est une bonne question. Honnêtement, je pense que ça serait probablement René Lévesque. Juste parce qu'il est il a tellement été un politicien engagé dans l'histoire du Québec. Puis, même si j'ai un passeport italien, je suis un fier Québécois. Moi, dans ma vie, je veux coacher le football au Québec. Je veux grandir au Québec. René Lévesque a tellement été historique que je voudrais juste pick son brain. Je sais pas pourquoi, mais he's my guy. Ouais. Quelle serait une des choses les plus difficiles que tu as accomplies ou dont tu serais le plus fier? C'est définitivement d'avoir gagné la Coupe Vanier, mais c'est plus, de où ça vient, c'est plus la côte que j'ai pu surmonter lors de ma 3e saison universitaire quand tout le monde pensait que j'allais être le starter en ma 3e année, puis je l'ai été pendant la mi-saison, puis finalement, j'ai été benché pendant toute la 2e moitié de saison. Puis finalement, j'ai start la finale de la Coupe Dunsmore 2 mois plus tard. Puis l'année d'après, on gagnait la Coupe Vanier, puis j'avais la meilleure saison de ma vie. Ce off-season-là a été l'off-season le plus difficile de ma vie parce que je venais juste de me faire prendre mon poste comme partant. Je n'étais plus sûr si je voulais jouer au foot. C'est souvent, tu l'as toute ta vie. Puis là, c'était mon opportunité pour commencer à jouer. Là. Ça faisait 3 ans que je benchais. Fait que juste le fait de surmonter ce gros obstacle-là, puis de réussir à avoir une bonne carrière de foot après ça, malgré tout, mais je suis vraiment content que j'ai réussi à passer à travers. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu aurais et pourquoi? J'aurais un super pouvoir. Je pense que ça serait de la téléportation. Juste de pouvoir me déplacer n'importe où, là, moi, ça me fait capoter. Là, voyager, mais pas juste ça, je pourrais aller voir les pratiques de toutes les autres équipes aussi. Fait que je pense que ça pourrait aider. Ouais. Est-ce qu'il y a... là, tu as parlé de Marco, bien entendu, mais autre que lui, est-ce qu'il y a un autre coach mémorable de ta carrière comme joueur ou comme coach? Définitivement, Paul-Édith Saint-Vilien. Polo est un players coach, le plus gros players coach de l'histoire, si on veut. Là, il est tellement proche de ses joueurs. Puis, Polo, c'est un coach défensif en plus, mais il m'a tellement appris de choses, plus des valeurs de la vie, plus que du football en tant que tel. De la façon qu'il agissait avec ses joueurs, de la façon qu'il leur apprenait les jeux, plus sa pédagogie, si on veut l'appeler comme ça. Moi, ça m'a tellement impressionné de la façon qu'il était capable de gérer un groupe de jeunes, puis que tous les jeunes, ils l'adorent. Ça a été vraiment impressionnant pour moi. Puis on se parle encore de façon hebdomadaire. Puis c'est vraiment, lui et Marco, 2 personnes super importantes dans ma vie que je veux garder pour longtemps.
Qu'est-ce que tu as pensé là, de son commentaire quand on lui a demandé les mêmes questions là, quand on est en train de demander Ouais. là, Ben, je trouve ça la, chien qu'il a dit que j'étais underrated, Mais en tabarnouche. fait, à sa défense, c'est plus moi qui a dit hey, ça pourrait être ça Ouais. peut-être avec ce qu'il avait dit avant. Fait que Ouais. la prémisse était ça, mais finalement, ça n'a pas été ça. Ça a été Ouais. autre race, on peut Mais dire. non, je suis content que Polo ait dit mon nom. Puis, tu sais, je savais qu'il m'aimait beaucoup en tant que joueur, Polo. Tu sais, il me collait souvent. Tu sais, on a été à Momo, pas en même temps nécessairement, mais tu sais, on a été proches, on a grandi quand même non loin. Fait que c'est juste le fait qu'il me call out comme étant un des joueurs qu'il a le plus aimé puis qui l'a le plus impressionné. C'est vraiment gentil. Puis, tu sais, il parlait de la progression que j'avais eue en tant que joueur. Mm. Puis, je viens juste d'en parler, là, qu'à ma troisième saison, il a fallu que je brise un obstacle, de perdre mon poste, tout ça. Puis, il s'en rend pas compte, mais beaucoup de qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à les petites choses qu'il a faites qui m'ont permis de devenir la personne que je suis. Parce qu'il a dit que tu étais le meilleur joueur de loin. Là. C'était pas un des meilleurs. Il a dit. Moi, je trouvais ça fou, là, surtout quand il nommait les anciens joueurs qu'il a coachés. Ouais. Mais Non, c'est ça. pour vrai, je suis vraiment choyé. Tu sais, je pense qu'il mettait de la moutarde un peu, là, mais Polo, c'est Polo. Tu sais. Ouais. Mais non, on a eu tellement des bons joueurs à l'Université de Montréal. Puis, tu sais, on fait souvent le comparable de LeBron James puis de Jordan, mais tu sais, un peu comme moi, je ne serais pas qui je suis sans les autres qui étaient venus avant moi. Fait que c'est difficile de dire qui est le meilleur ici et là parce que moi, je ne serais rien sans eux. Tu sais, fait que c'est vraiment cool qu'il ait collé mon nom comme ça. Puis je suis vraiment chanceux. Là. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée, dans laquelle tu vivrais et pourquoi? Game of Thrones, man, je vais être le roi. Gotta be the king, wanna finish on top. Ah, mais je viens juste de me taper les 8 saisons, là, fait qu'il faut que j'arrête. Là. C'est un bon moment pour le faire. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu aurais un livre de sport à recommander? Moi, c'est Moneyball. Je sais que c'est du baseball, mais Moneyball, juste la façon qu'ils vont chercher les statistiques, juste une autre vision des sports, vraiment plus by the numbers, très ordinateur-oriented. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis moi, j'essaie un petit peu d'amener beaucoup de choses que j'ai lues dans ce livre-là au football. Beaucoup de situations, quels jeux ont marché dans telle situation en termes de pourcentage, juste beaucoup de statistiques et d'informations. Tu es capable d'aller chercher avec des chiffres que, en match, comme tu dis, pour ton processus décisionnel, ben, des fois, tu veux y aller avec les odds comme au casino, ben, tu y vas avec le plus haut pourcentage, voici le jeu qui sort. Fait que, pour moi, ça a vraiment été le livre qui m'a le plus influencé dans ma carrière de coach. As-tu déjà reçu un conseil d'un coach quand tu étais plus jeune, comme coach ou comme joueur, que tu appliques encore? Le premier conseil que j'ai eu, c'était low profile. Fait que c'était mon coach au secondaire. Il disait tout le temps ça. Il disait reste low profile, dans le sens qu'il dit work in the dark, shine in the light. Tout ce que tu fais, je ne sais pas comment expliquer exactement, mais ton apprentissage, tout le hard work que tu fais, mais tu le fais pour toi. Puis à la fin de la journée, quand c'est le temps de vraiment show off tes skills, mais c'est là qu'il faut que tu le fasses. Puis pas parler. C'est juste action speak louder than words en d'autres mots. Là. Lui, c'était low profile. C'était ça son call. Si tu devais choisir 2 valeurs, lesquelles tu choisirais? Définitivement, je pense la famille. Danny a utilisé ça beaucoup dans le programme des Carabins. Puis pour moi, j'ai quand même des racines italiennes. Fait que la famille, pour moi, c'est vraiment super important. Puis la deuxième, je pense que ça serait l'honnêteté. Je pense que c'est une valeur qu'on sous-estime énormément, puis il y a beaucoup de choses dans la vie qui seraient vraiment mieux si les gens étaient honnêtes l'un vers l'autre. Puis, quand les joueurs ils font pas leur tape, ben j'aime mieux qu'ils me le disent qu'il n'a pas fait son tape. Ouais, je ne vais pas être content, mais j'aimerais mieux qu'ils me le disent parce que ben, je peux le updater sur OK, tu n'as pas fait ton tape, ben voici ce que tu étais supposé regarder. Fait que juste
des petites choses de même qui vont vraiment changer un programme. Fait que moi, c'est vraiment la famille et l'honnêteté, c'est les deux choses les plus importantes. Quel est le meilleur cadeau qu'on t'ait jamais offert? Un poste au Carabin Université de Montréal. Wow. Ben, c'est pas vraiment un cadeau, on s'entend, là. Mais cadeau, c'est drôle, j'en parlais hier. Moi, c'est mon Kindle. C'était les petites liseuses. Là. Je suis un énorme fan de lecture. Fait que ça a changé ma vie. Là. Au lieu d'avoir une bibliothèque à 1000 livres, ben, tu as tout sur une petite tablette grosse de même. Là. Fait que, ouais. Dernière question. Ouais. Si on devait faire un film sur ta vie, ce serait quoi le titre de ton autobiographie et quel serait le genre de film? C'est tough, ça. Ça serait quoi le titre? Hein? Ça serait... vite de même. Ça serait les Backstreet Boys. Ce serait les Backstreet Boys parce qu'on a grandi dans le Backstreet puis là, on est on stage puis on fait nos affaires. Ben, je pense que ouais, ce serait les Backstreet Boys parce que, tu sais, moi puis mes chums d'enfance, on jouait tout le temps au hockey dans la petite ruelle derrière un de mes chums. Fait que, on y est souvent qu'on colle ça, là, qu'on est les Backstreet Boys. Fait que je trouve ça drôle. Puis ça a été mon premier show de musique. Fait que fallait que j'ai call out. Puis, t'as-tu dit, ça serait qui l'acteur? Non, ce serait quel genre de film? Ce serait quel genre de film? Je pense que ça serait il faut que ça soit une comédie, là, pas le choix. Je pense que je me prends vraiment pas au sérieux, malheureusement, que ça n'a pas le choix d'être une comédie. Là. Ouais, mais qui finit bien. Ben, écoute, ça fait le tour, Gabriel Cousineau. Merci beaucoup du temps que tu nous as donné. C'était vraiment apprécié. Pierre, tu voulais-tu rajouter de quoi? Ben, peut-être rapidement, tu as l'air d'un gars qui analyse vraiment beaucoup, beaucoup. Là. Est-ce que de jouer en Europe à 11, ça t'a donné le goût de peut-être à un moment donné coacher dans le même système, peut-être au football américain aux États? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé? Oui, honnêtement, oui. J'y ai pensé, mais j'ai comme trop d'amour pour où j'ai grandi, pour le Québec, pour vraiment quitter la province. Fait que j'y ai pensé, mais je veux vraiment rester chez nous. Là. Ouais. Non, c'était vraiment cool. Oui, puis tu sais, merci beaucoup, ça a été incroyable. Puis j'ai adoré vos questions, là, des bonnes questions ouvertes. Ça travaillait. Gabriel Cousineau, carrière des Molosses d'Asnières-sur-Seine. Merci, Gab. Oh.